Donc bienvenue pour ce live de ce soir où on va parler du psychobook du mois de février qui était Mon cerveau a encore besoin d'une lunette et qui parle du TDAH. Donc on va faire un débrief ensemble. Donc je vais vous dire ce que j'en pense et bien sûr ce qui m'intéresse moi c'est que vous fassiez aussi des retours parce que vous avez peut-être pas la même opinion que moi. Juste pour mémoire, donc vous avez voté pour le livre, le psychobook du mois de mars, pour le trauma et le corps. Alors vous voyez à l'envers là, sur la vidéo YouTube, je ne sais pas, mais sur le live là, vous voyez à l'envers. Donc le trauma et le corps, qui est un bouquin sur l'approche sensorimotrice, donc c'est une approche de traitement des traumas qui a une thérapie corporelle. Voilà, donc vous avez voté pour ça, et donc ça c'est le psychobook du mois de mars, si vous voulez vous joindre à nous. Le live, alors c'est un gros bouquin, donc le live sera peut-être un petit peu plus tard que fin mars, on verra. Donc voilà, nous allons maintenant parler du TDAH. Alors, je vous avais proposé ce livre parce que je ne suis pas spécialiste du TDAH. J'en connais quelques éléments dont je vais vous parler, notamment dans le cadre de ma spécialité du traitement des traumas. Mais voilà, c'est un trouble que je connaissais pas hyper bien. Et voilà, donc j'ai lu là-dessus. Alors, moi, j'ai pas trop aimé ce bouquin. Alors, pourquoi je pense d'une manière globale, si vous étiez là au live du mois de janvier, donc on a lu ensemble Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel, en fait, je pense que je n'étais pas la cible pour ce genre de livre. C'est-à-dire que dans les deux cas, et c'est pour ça que je vous ai proposé pour le mois de mars des trucs un peu plus techniques, parce que j'en avais marre de lire des choses qui finalement m'apprenaient rien. Voilà, dans les deux cas, je pense que peut-être pour des personnes qui ne connaissent rien du tout, moi je dis que j'y connais rien, mais en fait c'est pas vrai, j'ai quand même quelques connaissances puisque dans mon métier j'ai des patients TDAH, notamment dans le traumatisme, il faut composer aussi avec les symptômes du TDAH. Il y a aussi des symptômes du TDAH qui ressemblent à des symptômes de stress post-traumatique, donc des fois pour faire le diagnostic différentiel, on va peut-être pouvoir en parler là ce soir, c'est pas si simple. Et donc voilà, en fait c'est pas vrai, quand je me suis rendu compte que c'est pas vrai que je connaissais rien. Et du coup, je pense que je suis pas la cible pour ce genre de choses. Si on n'y connaît rien, du tout, qu'est-ce que c'est un trouble neurodéveloppemental, qu'est-ce que c'est les symptômes du TDAH, effectivement, peut-être que c'est quand même un livre qui peut être intéressant, mais pour moi, il n'était pas du tout assez technique, il était beaucoup trop généraliste, et je vais vous détailler un petit peu pourquoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même que ça nous donnait l'info pour les personnes qui ne sauraient pas du tout que ce n'est pas un trouble, psychologique comme un trouble anxieux ou je sais pas moi, une dépression ou des choses comme ça qui viennent en fonction des événements notamment, même si dans la dépression on commence à avoir ou même dans les troubles anxieux, on peut avoir certains éléments génétiques, mais ils suffiront pas du tout à eux tout seuls à déclencher le trouble, il va falloir qu'il y ait des événements ou des éléments d'apprentissage problématiques pour amener ça. Le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc ça veut dire que là on n'est pas là-dedans. On est dans ce qu'on appelle du neurobiologique, c'est la manière dont le cerveau s'est construit, qui s'est construit un peu différemment, et donc voilà, ça va générer d'autres choses. Donc c'est des choses qui, entre guillemets, ne se traitent pas. Là, il y a des personnes sous le dernier Reels où j'en parlais, parce qu'on va faire une vidéo avec ma collègue neuropsy là-dessus. Ça se traite pas, en tout cas, on peut apprendre à vivre avec, bien sûr, et c'est aussi l'objet du livre, elle explique des choses comment on peut faire, mais on peut pas changer la structure du cerveau. Un cerveau TDAH va rester TDAH, c'est-à-dire, voilà, on peut voir sur des imageries, paraît-il, certain nombre de choses. En tout cas, ça va rester TDAH. Alors que les troubles anxieux ou les troubles dépressifs, ça se traite. Donc voilà, là-dessus, c'est différent. Donc c'était intéressant. Alors par contre, effectivement, il y a quelqu'un qui dit c'est dans le DSM le TDAH. Et c'est là que ça devient un petit peu, comment dire, pourquoi c'est dans le DSM si c'est neurobiologique, c'est pas tout à fait pareil qu'un trouble anxieux, une dépression ou d'autres troubles. Et donc c'est de ça dont on va pouvoir parler avec ma collègue neuropsy. Elle a une idée de pourquoi c'est quand même dans le DSM, mais le DSM c'est quand même les troubles psychiatriques, et là on est peut-être dans quelque chose qui est à la frontière et c'est pas si simple, voilà, donc moi c'est ça qui me pose question surtout, et j'ai pas eu beaucoup d'éléments là-dedans. Alors ça donnait quand même voilà, les trois principaux, la triade des symptômes. Donc on a l'hyperréactivité et l'impulsivité, donc c'est un élément émotionnel, c'est-à-dire que les personnes avec un TDAH sont très impulsives, et c'est ce qui va poser parfois des problèmes sociaux parce que elles sont vécues par d'autres parfois comme des personnes entre guillemets mal élevées, où on va les critiquer alors que elles font pas exprès, elles peuvent pas réguler leur impulsivité, et puis en fait ça va sortir. On dit souvent une personne TDAH qui a envie de dire un truc, vous pouvez pas l'empêcher quoi. Donc ça va être voilà, quelqu'un qui peut être impulsif et très réactif, c'est-à-dire que émotionnellement ça va être intense. Alors ça peut durer pas forcément très longtemps, mais sur le coup ça va être assez intense potentiellement. Deuxième symptôme, c'est inattention, distraction, voilà, inattention et distraction. Et puis l'hyperactivité ou pas, c'est pour ça qu'on met un slash
H, parce que parfois c'est sans hyperactivité. Dans le DSM, le TDAH égale maladie, donc médicament possible. Cela arrange tout le monde finalement. Là, justement, voilà, cette question du DSM, moi, ça m'intéresse. Et puis, même si c'est maladie, enfin, médicament possible, on pourrait dire oui, mais enfin, je sais pas, il y a aussi des personnes avec un TDAH qui prennent pas de médicaments, de même qu'il y a des personnes en dépression qui prennent pas de médicaments, de même qu'il y a des personnes avec des troubles anxieux qui prennent pas de médicaments. Donc, c'est pas forcément lié aux médicaments, même si effectivement il semblerait que le DSM soit très lié à la façon dont les gens sont remboursés, en tout cas aux États-Unis, parce que c'est un manuel américain, et que donc c'est très important pour les remboursements ce qu'on y met dedans. Alors est-ce que ça pourrait être une partie de la réponse de pourquoi c'est dans le DSM parce qu'on considère que ça crée des problématiques et des formes de, entre guillemets, handicap, parce qu'il y a des personnes donc avec TDAH qui du coup on peut avoir des tiers-temps à l'école pour les enfants, etc. Donc est-ce que justement si c'était pas dans le DSM, peut-être qu'on pourrait pas aller avoir ces choses-là. Je pense qu'il y a des éléments à questionner de ce côté-là. Quand j'en parle, on me dit arrête de te mettre une étiquette. Alors oui, je pense qu'il y a vraiment un truc avec ça depuis que la santé mentale se démocratise et que c'est très bien justement parce que les personnes qui en ont besoin peuvent consulter. Mais en même temps, il y a ce risque que je vois parfois même jusque dans les consultations, que les gens considèrent que ça va tout expliquer leurs problématiques. Et je pense que c'est pour ça que parfois certains psys ou certaines personnes disent arrête de te mettre une étiquette, parce qu'ils ont l'impression que ça va, on va en fait, du coup après on va dire j'y peux rien, j'ai le TDAH. Ce qui est à la fois vrai, mais du coup, comme elle le dit, et ça j'ai bien aimé par contre qu'elle le dise dans son bouquin là, elle dit le TDAH, mais comme d'autres troubles, explique mais ne justifie pas. Voilà, effectivement, ça va expliquer pourquoi on peut avoir plus de difficultés dans certains domaines, mais ça va pas justifier de jamais faire d'efforts et de jamais faire attention non plus. Donc c'est vraiment, je pense que c'est pour ça que parfois certaines personnes trouvent que ça fait trop comme si on voulait se déculpabiliser ou se désengager, se déresponsabiliser en se disant ah, oula, moi j'ai ça, donc voilà, vous devez faire en fonction de moi. Alors que bon, voilà, non, c'est pas non plus pour ça, mais par contre, effectivement, ça existe. Alors, il y a des personnes qui me disaient, oui, mais dans certaines approches, on dit que ça n'existe pas, bah oui, et puis je sais qu'il y a des personnes dernièrement qui en ont parlé dans les médias, mais scientifiquement, il n'y a pas trop de doute que ça existe. Et donc voilà, alors bien sûr, là, il y a la problématique et c'est aussi ce que moi j'ai pas trop aimé là-dedans, c'est que les symptômes, très bien de les décrire, mais en fait, ce ne sont pas. Enfin, ce ne sont pas des symptômes qui sont que spécifiques au TDAH, vous avez des symptômes qui ressemblent à d'autres pathologies aussi. Donc en fait, j'ai l'impression que quand on lit ce bouquin, quasiment tout le monde pourrait se reconnaître dedans. Alors que quand même c'est assez spécifique le TDAH, et donc j'ai trouvé que ça manquait de ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire oui ok il peut y avoir de l'hyperréactivité, de l'impulsivité, oui mais quand vous avez vécu des traumatismes c'est pareil, vous allez avoir aussi de l'hyperréactivité et de l'impulsivité, vous pouvez aussi avoir de l'inattention et de la distraction, et donc c'est un peu dommage d'avoir juste décrit ça. Moi je trouve que ça fait partie de ces livres du coup où on a l'impression qu'on va se retrouver dans tout quoi. Alors que non, c'est spécifique et ça amène des problématiques spécifiques, ça amène des symptômes spécifiques et voilà. Est-ce que le TDAH n'est pas plutôt facilitateur de l'expression majorée de symptômes d'autres troubles ou maladies mentales? Ben non, en fait c'est là qu'on a un souci et c'est là que vraiment dans la vidéo avec ma collègue neuropsy je voudrais qu'on parle de ça. C'est la question de comment on évalue le TDAH. Parce que, elle explique, voilà, il faut aller chez les professionnels, vous allez chez un neuropsy, une neuropsy, vous allez vous faire diagnostiquer. Le problème, c'est que, comme tous les tests, en fait, ça vous donne une image à un instant T de ce qui se passe dans votre cerveau ou de comment vous fonctionnez. Mais en fait, c'est pas si simple de savoir d'où ça vient. Or vraiment, cette question de TDAH c'est la structure de votre cerveau qui est différente. Et bien sûr, dans un traumatisme, la structure du cerveau est différente aussi, mais c'est réversible. Alors dans le TDAH, ça ne l'est pas. Et donc moi je trouve qu'en l'état, parce que je les ai passés, les tests, j'ai passé plein de tests neuropsy, et donc quand on passe les tests, je me demande comment on peut être sûr qu'on parle d'un TDAH par exemple et pas d'autre chose. Alors voilà, ma collègue neuropsy me dit c'est pas si simple non plus et donc elle a des stratégies dont elle me parlera dans la vidéo. Mais effectivement, je pense que c'est pas que c'est facilitateur. Si on a un TDAH avéré, non, ça n'est pas comment dire lié à d'autres symptômes.
En revanche, comment savoir si les symptômes c'est vraiment du TDAH ou pas autre chose? Bah là c'est compliqué. Et d'ailleurs le TDAH, je crois que ça fait partie des diagnostics qui sont une fois qu'on a tout fait le reste et que on a vu qu'il n'y avait rien d'autre ailleurs quoi. À ceci près que les symptômes du TDAH commencent très tôt et indépendamment du trauma. Oui tout à fait. C'est juste que dans les tests qu'on fait aujourd'hui, c'est pas simple de savoir si on considère qu'il n'y a pas de trauma, mais bon, c'est pas si simple parce que parfois on pense qu'on en a pas, puis on découvre qu'on en a. Mais imaginons, on pense qu'on n'a pas de trauma, les symptômes sont là, ok, effectivement, il y aura assez peu de doutes, mais régulièrement, et notamment chez les adultes, bah, c'est pas si simple. C'est juste de dire, c'est pas si simple de savoir, à la manière dont sont faits les tests, c'est pas si simple de savoir, moi je trouve. Sauf que le TDAH c'est depuis l'enfance, c'est pas depuis le trauma, et à nouveau, oui, c'est juste que si vous avez vécu des traumatismes dans votre vie, bah, au moment où vous allez faire le test, bah, pas facile de savoir d'où ça vient. Évidemment, si vous le passez tôt, si c'est l'enfant qui le passe, alors là c'est un peu différent. Là, nous on parle des adultes aujourd'hui, donc c'est pour ça que je dis ça. Pour les enfants, ça peut être un peu différent, effectivement. Est-ce que tu penses qu'il faut donc en parler à son groupe de travail avant de commencer pour éviter les incompréhensions ou faire un maximum d'efforts et d'expliquer aux autres? Ah, c'est se rendre compte. Alors, c'est justement, ça c'est intéressant, elle parle dans le bouquin justement des problématiques sociales, donc effectivement du fait d'être jugé par des gens qui comprennent pas et qui vont évaluer en fonction de une normalité. Alors je mets entre guillemets parce qu'en psychologie la normalité c'est pas trop un terme que j'aime bien utiliser, mais en tout cas voilà, c'est pas une norme sociale, on pourrait dire une normalité par rapport à une norme sociale. Tout dépend, je pense que tout dépend comment on le vit. Si en fait, bah, je sais pas, on a travaillé là-dessus, sur ce diagnostic, on est entouré de gens qui ne nous jugent pas, enfin voilà, on a une estime de soi qui va bien, bah peut-être on n'a pas besoin d'expliquer. Et puis si quelqu'un fait une remarque ou a l'air un peu mal à l'aise avec ce qu'on a fait ou dit, bah on peut éventuellement en parler. C'est pas obligatoire, je pense que ça dépend comment on se sent soi avec son trouble quoi. Après si effectivement on a peur du jugement, ça peut être une manière de dire, mais attention à nouveau parce qu'on n'oubliez pas, on va se trouver face à des gens qui vont peut-être avoir peur que en disant ça, on leur demande de eux faire tous les efforts. Moi je pense que c'est intéressant de pouvoir dire aux gens, voilà, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, parce que je l'ai peut-être pas dit là, mais moi aussi c'est mon cas, hein. Et c'est comme ça, je me suis dit, tiens allez, je vais voir un peu de quoi il s'agit. Moi j'aime bien dire, voilà, du coup je suis un peu spontanée, je suis un peu impulsive, donc si je vexe, surtout dites-le moi, parce que moi j'ai vexé des gens sans le faire exprès plein de fois dans ma vie, alors beaucoup moins maintenant parce que je fais attention, mais par le passé, et je comprenais pas pourquoi. Donc ça peut être intéressant de dire aux gens, voilà, je peux être impulsive, et si ça te vexe ou ça te blesse, ben surtout n'hésite pas à me le dire. Moi je fais plutôt ça, mais je pense que voilà, si vous vous sentez à l'aise avec le fait de le dire, juste attendez-vous à ce que éventuellement il puisse y avoir des réactions de gens qui disent oh là là c'est bon, encore une excuse. Voilà, parce qu'ils ont peur certainement. Quand vous êtes en thérapie, dans le traitement des traumatismes, bah, on va évaluer en fonction d'un certain nombre de symptômes. Et donc, il se peut qu'on évalue des symptômes traumatiques parce qu'on sait que la personne a vécu des traumas, puis vous travaillez dessus, puis au bout d'un moment, vous dites putain, mais ça bouge pas en fait, ça n'avance pas. Bah oui, parce que là, si c'est des symptômes TDAH, bah ça n'avance pas. On peut diminuer un petit peu les choses, on peut s'adapter. Mais voilà, ça changera pas. Donc du coup, c'est quand même important, enfin en tout cas selon moi, de connaître ce qui appartient au TDAH et ce qui appartient au traumatisme. Avec une bonne anamnèse, on peut éclaircir les doutes. Je suis pas que d'accord. C'est possible, mais il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas vécu de traumatisme. Et en fait, oui. Et du coup, dans ce qu'ils vont dire en réponse à nos questions, c'est pas toujours aussi simple, moi je trouve, que ça. En tout cas, on peut retrouver des semaines ou des mois plus tard des événements que les gens n'ont pas du tout amené. Donc oui, dans la plupart des cas, bien sûr, on peut éclaircir un certain nombre de choses, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Je me suis mal exprimée. Le TDAH est souvent associé à d'autres troubles, anxiété, dépression. Certains traits TDAH vont être alors exacerbés. Ah oui, tout à fait. Parce que effectivement, le TDAH, comme on fonctionne pas tout à fait pareil et qu'on peut être jugé par l'extérieur, notamment si ça commence enfant, ces jugements, en fait, ça peut venir atteindre vraiment l'estime de soi et du coup, bah, ça peut générer des problématiques anxieuses, dépressives, etc. Alors pour l'autisme, pas forcément associé, puisque là aussi on est dans un trouble neurodéveloppemental, donc en tout cas ça découlera pas forcément du TDAH, enfin ça découlera pas du tout du TDAH,
Alors je vais juste continuer un petit peu sur, le bouquin. Donc elle rappelle que c'est une problématique probable de dopamine et de noradrénaline, donc c'est une question de neurotransmetteurs, hein, qui sont pas, bien, je crois recapturés en fait au niveau de la synapse. On connaît pas encore les causes. Elle explique, donc à la page 24, elle dit qu'il y a des éléments probablement génétiques, mais aussi ce qui se passe pendant la grossesse peut jouer. Voilà. Elle dit qu'il y a 4% à peu près des personnes qui seraient TDAH. Et là, alors moi, c'est la page 36, là, elle a donné des conseils, et elle l'a fait à d'autres moments, où là, pour le coup, j'ai trouvé que c'est pareil, c'est des conseils, bah, j'ai envie de dire, à tous les troubles, ça s'applique. C'est pour ça que pour moi, c'était un peu trop généraliste, et j'ai l'impression que presque n'importe qui aurait des difficultés, qui lirait ce livre, pourrait s'y retrouver. Mais bon, voilà, je suis intéressée de votre avis si vous n'êtes pas psy, justement, parce que peut-être simplement, voilà, comme dans le livre précédent, je suis simplement pas la cible pour ce genre de livre et qu'il est quand même peut-être très bien pour des personnes qui n'ont vraiment aucune connaissance sur le sujet. Voilà, maximiser son énergie en étant reposé, optimiser son organisation, apprivoiser ses émotions, alimenter la motivation. J'ai envie de dire, si vous avez d'autres troubles, quels qu'ils soient, bah, ça aussi, ça va être nécessaire à faire. Donc ça, voilà, je trouve que c'était... Voilà, et donc ce que j'ai écrit dans mon petit papier, c'est, voilà, mais c'est quoi les spécificités? Donc ce qui me manquait, moi, c'était ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire, ok, le TDAH, c'est ça, mais comment on est sûr que c'est ça et pas un autre trouble? Parce que bah, plein de choses qui sont décrites là pourraient concerner aussi d'autres troubles. Ouais. Et puis, il y a quand même quelques conseils intéressants que j'ai trouvés. Évidemment, pour les thérapies, elle conseille les TCC, même on voit bien toute la manière dont elle décrit les choses qu'il y a une pratique TCC derrière, mais en EMDR, sachez aussi que, notamment le fait qu'on ait des stimulations bilatérales, en fait, ça crée des stimulations qui sont apaisantes, parce que les personnes qui ont un trouble de l'attention ont besoin d'être dans la stimulation, c'est pour ça que parfois, elles ont besoin d'écouter de la musique en même temps pour pouvoir se concentrer. Bah, du coup, l'EMDR aussi diminue les symptômes, notamment ceux qui sont liés à l'anxiété, comme disait... Artiarzo, que voilà, il peut y avoir des choses qui exacerbent les symptômes, et donc le MDR aussi peut être très intéressant, et certainement d'autres approches en fait. Hein. Dès que vous diminuez l'anxiété, en fait, vous allez diminuer tout un tas de choses de l'ordre de l'agitation, et donc ça va diminuer les symptômes. Ça les guérit pas, parce qu'ils ne peuvent pas être guéris, mais voilà. Euh, donc voilà ce que moi je pouvais vous dire.